Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Les candidats au baccalauréat session 2021 remettent désormais leur sort entre les mains des correcteurs. Ils ont terminé hier la phase écrite de l'examen. Vous suivrez leur impression au terme de cette troisième journée de composition. On en parle toujours, la cherté des produits de première nécessité. Nous n'arrivons plus à nous approvisionner en produits vivriers. Voilà le cri de cœur de vendeurs et clients que nous avons rencontrés dans certains marchés de Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. Les États-Unis pointés du doigt à nouveau pour l'embargo économique qu'ils imposent depuis près de 60 ans au Cuba. 187 pays sur 193 ont demandé aux États-Unis de lever ces restrictions. C'était au cours de l'Assemblée générale de l'ONU. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'annonçais en titre, la composition des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021 a connu son épilogue ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la rédaction de Eden TV était au centre de composition de Guégamé à Cotonou. Le point avec Carole Laye et Damien Pedro. 17h00, la sirène a retenti ici au CEG Guégamé de Cotonou, mettant un terme aux efforts et sacrifices fournis par ces candidats au baccalauréat 9 mois durant. Des visages décrispés, laissant entrevoir l'espoir d'une réussite certaine. C'est l'impression que donnent ces apprenants qui estiment avoir pu tirer convenablement leur épingle du jeu à la fin des compositions. Depuis le lundi, quand les épreuves de français ont commencé, c'était un peu abordable. Le soir aussi, on a continué avec les maths, les SVT, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait l'histoire, géographie, notre matière principale. Bon, ça ne présentait pas trop d'ambiguïté. Donc, on a pu se débrouiller, tout ça. Et ce soir, on a fini avec anglais. Ce sont des épreuves qui sont à notre portée. Ce ne sont pas des épreuves qui nous dépassent en tant qu'élèves normal. Ça va, c'est ça, ça va. Nos professeurs nous ont déjà galvanisés pour ça. Donc, nous sommes sûrs qu'à coup sûr, on va réussir. Sauf ce matin, l'épreuve d'histoire géo m'a un peu bouleversée. Mais ce soir, je me suis retrouvée. Bon, avec tout ce que j'ai fait, je suis sûre d'avoir la moyenne et de réussir. Les épreuves étaient abordables quand même. C'était bien. C'est seulement l'histoire géo, ce qu'ils ont donné aujourd'hui. On ne s'attendait pas à ça. On a appris, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils donnent des trucs qu'on n'avait pas bien maîtrisés. Au total, 683 candidats ont été répartis dans 23 salles de ce centre de composition pour affronter les épreuves littéraires du baccalauréat 2021. Un examen qui s'est déroulé dans de bonnes conditions au dire des responsables du centre. Le contrôle de la présence des surveillants, ce qui s'est passé ici, bon, il y a eu 4 absents, et unanimement avec tout le staff qui a dirigé le centre. L'examen ici, on a procédé à leur remplacement. Tout s'est passé sans incident. Il n'y a pas eu d'exclus, il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu de cas de maladie grave, mis à part l'abandon. Les petits problèmes de santé ont été résolus par l'infirmière qui est à notre disposition ici et aucun incident majeur. Au plan national, ce sont 82 938 candidats répartis dans 123 centres de composition qui ont pris part au baccalauréat de juillet 2021. Tous, à l'instar de ceux de Guégamé, resteront dans l'attente des résultats qui restent une phase déterminante pour la suite de cet examen. 45 millions de subventions pour les clubs de football féminin de Ligue 1 et 2. C'est un geste du gouvernement béninois. La cérémonie de remise de chèques aux représentants de chaque club a eu lieu ce mercredi 23 juin au ministère des Sports en présence des acteurs de football féminin et du ministre Oswald Omeki. Le point avec Carnot François Rumbédé-Rétor et Fiacre Voitan. Comme ce fut le cas pour les clubs de football masculin, le gouvernement du Bénin a décidé d'accompagner les clubs du football féminin.
Ainsi, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a remis ce mercredi 23 juin des subventions aux 28 clubs de football féminin engagés dans les championnats nationaux de Ligue 1 et 2. Un geste qui a été salué par l'honorable Chantal Ayi, présidente de la commission football féminin à la Fédération béninoise de football. Nous saluons cet acte. Nous remercions le gouvernement pour l'élan que le gouvernement a décidé d'insuffler au football féminin que nous représentons. Les acteurs ensemble, comme je l'ai dit encore hier, les acteurs ensemble sont déterminés, convaincus et ne vont pas faillir quant aux réponses qu'ils auront à apporter dans les manœuvres et les œuvres qu'ils auront à mettre au service justement du développement de ce football-là. Pour le ministre des Sports, ce geste du gouvernement veut célébrer d'abord les efforts des promoteurs et responsables de clubs de football féminin. Le Bénin a d'ailleurs signé un accord avec la FIFA car le gouvernement ambitionne faire du football féminin béninois un modèle de développement, un modèle de promotion et de bonne organisation. Nous avons également signé un accord avec la FIFA et sur lequel le Bénin ambitionne d'être un modèle de développement, un modèle de promotion, un modèle de bonne organisation du football féminin. Le montant importe peu. Ce qu'il faut célébrer, c'est le caractère inédit de cette démarche et surtout considérer que ce que nous faisons aujourd'hui marque le début d'une belle collaboration parce que, comme je l'ai annoncé hier dans la rencontre que nous avons eue, pour compter de la saison professionnelle qui démarre au mois de septembre, il est fait obligation à tous les clubs professionnels masculins d'avoir des clubs de catégorie d'âge et aussi d'être en partenariat avec des clubs de football féminin. Au total, 46 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des 28 clubs engagés dans les championnats nationaux de Ligue 1 et 2. 18 clubs sont engagés en Ligue 1 et sont repartis en deux groupes de 9 et 10 clubs jouent la Ligue 2. Les 18 clubs de Ligue 1 ont reçu chacun 2 millions de francs CFA. Les 10 autres de Ligue 2 ont reçu chacun 1 million de francs CFA. Les citoyens béninois sont confrontés depuis un moment à la flambée des prix des produits de première nécessité. Acheteurs et vendeurs vivent le calvaire dans les marchés. Clémence Tonouko et Fiacre Voitan ont fait le tour de quelques marchés pour recueillir leur ras-le-bol. Suivez. La hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires est désormais une réalité à laquelle les populations sont confrontées. Sur le marché, c'est dans la douleur que les emplettes se font. Les prix sont passés du simple au double, voire au triple pour certains produits. Quelques vendeuses nous parlent des prix actuels. Le maïs là, c'est 300 kilos. Haricot rouge, il y a 600, il y a 700. Blanc, il y a 650, il y a 800, il y a 750, il y a 700. Tapioca 900, 800. Gari, il y a 350. Achaï, 450, 500. Avant, on payait le bidon d'huile à 17 000, comme ça. Mais maintenant, c'est à 27 000. Le litre est à 1200. Avant, le litre était à 600, 650. Acheteurs et vendeurs disent ne plus supporter la situation. Ils s'offusquent du fait que les produits locaux ne soient pas épargnés. On ne comprend plus rien. Et c'est étouffant. Et si tu vas au marché aujourd'hui pour aller acheter quelque chose à 20 000 par exemple, demain tu vas, on va te dire que c'est mais c'est à 25 000. C'est bien qu'on ne vend pas, on ne vend plus. Tout a augmenté franchement. Tomates, oignons, ail, poissons, même les congelés, tout est cher. Aujourd'hui, tu viens, on te dit le poulet, le kilo, quoi là, normal. Le kilo à 1500. Tu reviens à 18h, on te dit 1700. Aujourd'hui, on a 1900. Même ce que nous-mêmes nous produisons cher, là, c'est sérieux. Ce n'est pas au niveau des denrées alimentaires seules. Hein? Tous appellent le chef de l'État au secours pour qu'une solution soit trouvée. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes au Bénin. Nous sommes des Africains.
Nous sommes des enfants des pauvres. Ils n'ont qu'à nous aider. Sincèrement, le gouvernement n'a qu'à nous aider. Franchement, si c'est de leur côté, ou de faire l'effort, je ne sais quoi. Mais franchement, de nous aider, c'est fort. Et c'est au niveau du président de la République seulement que nous pouvons demander de voir les trucs. Comment ça peut aller pour que toute la couche sociale soit satisfaite. Mais il a déjà dit que son quinquennat sera basé sur une rota sociale. Donc on attend que ça. Le mercredi 9 juin dernier, cette situation par la rareté des pluies. Il a également rassuré des dispositions en cours pour soulager la peine des populations. En interactualité, l'Union européenne doit créer un contact direct avec la Russie. Ce sont là les mots de Angela Merkel avant de s'envoler pour Bruxelles dans le cadre du sommet des 27, un sommet au cours duquel ils vont discuter plutôt des dossiers qui fâchent. Suivez. Améliorer les relations entre l'Union européenne et la Russie, voici l'un des principaux objectifs de ce sommet à Bruxelles. Une semaine après la rencontre à Genève entre le président américain et son homologue russe, les dirigeants de l'UE souhaitent discuter avec Vladimir Poutine de plusieurs sujets majeurs qui intéressent les deux parties. La chancelière allemande appelle à l'unité des Européens face à Moscou. Les événements des derniers mois, et pas seulement en Allemagne, ont clairement montré qu'il ne suffit pas de réagir aux multiples provocations russes de manière non coordonnée. Nous devons créer des mécanismes et répondre aux provocations ensemble et unis. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons opposer quelque chose aux attaques hybrides de la Russie. L'aide aux réfugiés sera également discutée entre les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE. À l'occasion de ce sommet, la Commission s'apprête à proposer plusieurs financements. Pour les Syriens réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie, c'est une enveloppe de plus de 5 milliards d'euros qui les attend, dont un peu plus de la moitié pour Ankara qui pourrait être débloquée. De l'argent qui provient du budget commun auquel pourraient s'ajouter des contributions des États membres s'ils le décident. L'un des objectifs de Bruxelles, ne plus se contenter d'une aide humanitaire, mais soutenir un véritable développement socio-économique. D'autres sujets figurent également à l'ordre du jour à l'occasion de ce Conseil européen, parmi eux le Covid-19 et notamment le variant Delta, ainsi que la relance économique. Deuxième et dernier jour de la conférence internationale sur la sécurité mondiale à Moscou. À l'ordre du jour, les défis de sécurité en Europe, en Asie et en Amérique latine, mais aussi la cybercriminalité et la coopération militaire. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères russe s'est exprimé sur ces questions de sécurité majeures. On fait le point avec nos confrères de RT France. Certains pays occidentaux, avec les États-Unis en tête, essaient de détruire le système qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Pour lui, l'Occident a choisi une ligne hostile d'interaction avec la Russie. Je vous propose d'écouter. Malheureusement, ces dernières années ont montré que certaines capitales occidentales dirigées par Washington, ils ont décidé de suivre le cap visant à détruire le rôle leader de l'ONU en le remplaçant par leur propre ordre basé sur leurs propres règles, en dehors des relations basées sur cette approche universelle. Nous voyons l'apparition de nouvelles coalitions qui essayent de se faire avoir un droit d'agir au nom du monde entier, surtout parmi les instars les plus illustres. Sergei Lavrov a également souligné que la Russie était prête à collaborer avec l'Occident, mais uniquement sur base du respect mutuel. Écoutez. C'est tout à fait naturel. Nous sommes toujours ouverts à notre dialogue avec nos partenaires occidentaux, mais à condition du respect mutuel, de l'égalité en droit et dans la recherche de l'équilibre et du respect des intérêts bilatéraux, sans utiliser des ultimatums, surtout avancer contre la Russie. Est-ce que l'Occident essaie d'utiliser dans les relations contre...
Un autre intervenant de poids qui a pris la parole ce matin, c'était Sergei Naryshkin, chef du renseignement extérieur russe. Il a évoqué à son tour la crise sanitaire comme facteur primordial des relations internationales d'aujourd'hui. Écoutez. Les défis traditionnels à la sécurité internationale se sont multipliés en y rajoutant la pandémie de la Covid-19 qui a fortement frappé la santé psychique et physique de l'humanité en portant préjudice au système économique mondial, en provoquant des crises politiques internes dans plusieurs pays du monde. La crise de coronavirus, c'était une vraie épreuve pour les gens et pour les systèmes nationaux de gestion et de développement. La 9e édition de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale a ouvert hier ses portes dans la capitale russe. Ministres, représentants d'organisations internationales, experts et membres de think tanks se retrouvent ainsi en Russie pour aborder les différentes problématiques liées à la sécurité internationale et aux politiques de défense. En bref, les États-Unis pointés du doigt à nouveau pour l'embargo économique qu'ils imposent depuis près de 60 ans au Cuba pour la 29e fois. Une écrasante majorité au cours de l'Assemblée générale de l'ONU a une fois de plus condamné les États-Unis ce mercredi. 187 pays sur les 193 représentés à l'Assemblée générale des Nations unies réclament la levée de ces restrictions. Le pionnier du système d'antivirus John McAfee s'est suicidé dans une prison de Barcelone ce jeudi. L'homme d'affaires a été retrouvé mort dans sa cellule. Quelques heures plus tôt, la justice espagnole avait autorisé son extradition vers les États-Unis où il est recherché pour fraude fiscale. Retour sur les faits. John McAfee est retrouvé mort dans sa cellule près de Barcelone où il était détenu depuis octobre 2020. Son décès a été constaté alors que quelques heures plus tôt, la haute cour espagnole a autorisé son extradition vers les États-Unis. Le créateur de l'antivirus éponyme y était accusé de fraude fiscale. Le 5 octobre 2020, un procureur américain met en cause John McAfee pour avoir omis de déclarer des millions de dollars de revenus issus de la promotion de crypto-monnaies. Il est arrêté le lendemain par la police espagnole à l'aéroport de Barcelone, après qu'un mandat d'arrêt avait été émis par Interpol et que son extradition avait été demandée. Il a gagné des millions de dollars en faisant la promotion de crypto-monnaies, mais aussi en tant que consultant, en donnant des conférences rémunérées et en vendant les droits de sa biographie pour un documentaire. Le 16 juin dernier, John McAfee s'était exprimé sur Twitter pour dénoncer ce qui, selon lui, constituait des accusations infondées des États-Unis à son encontre. Les États-Unis croient que j'ai de la crypto-monnaie dissimulée. J'aimerais que cela soit le cas, mais cela s'est volatilisé entre de nombreuses mains de l'équipe McAfee. Vous n'êtes pas obligé de me croire et mes actifs restants ont tous été saisis. Mes amis se sont évaporés par peur d'être mis en cause. Je n'ai rien. Cependant, je ne regrette rien. Réputé iconoclaste, John McAfee menait une vie rocambolesque. Il a ainsi fait parler de lui en 2012, lorsque son voisin au Belize, petit pays d'Amérique centrale, avait été assassiné. Mentionné dans cette affaire, le domicile du gourou de la crypto-monnaie avait été perquisitionné. La police y avait alors découvert qu'il vivait avec une jeune fille de 17 ans et détenait plusieurs armes. John McAfee était ensuite parti en cavale. En 2015, il a été arrêté aux États-Unis pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Puis en janvier 2019, il a annoncé sa volonté de briguer la présidence américaine. Pour expliquer son décès, les autorités espagnoles privilégient la thèse du suicide. L'homme était âgé de 75 ans et risquait de se voir infliger une peine allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.